La suite de BFM Story. Marine Le Pen, bonsoir. Vous êtes président du Front National, candidate à l'élection présidentielle. Justement, vous venez de présenter votre équipe de campagne. Quelle armée mexicaine? 3 directeurs de campagne, 5 porte-paroles, 43 conseillers politiques, tout ça? C'est nécessaire, c'est tout de même une présidentielle. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup plus que dans l'équipe de Martine Aubry. Je crois même qu'il y en a moins, vous voyez. Je pense qu'il y a des sujets qui sont essentiels dont on doit parler aujourd'hui et qui méritent effectivement d'avoir des responsables qui en soient particulièrement chargés. Je pense à la liberté numérique, je pense à la protection animale, je pense à la réindustrialisation. Des sujets qui sont spécifiques mais très importants et qui mériteront évidemment d'être abordés pendant cette campagne présidentielle. Et comme les autres, vous faites appel à des énarques. Je vois que votre directeur de stratégie est un jeune énarque de 29 ans. Oui, c'est comme les Auvergnats, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Vous en avez qu'un alors? Non, il n'y en a pas qu'un, il y en a un certain nombre. Mais ce sont, vous savez, l'ENA forme de beaux cerveaux. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient enfermés dans la pensée unique. Pourtant, le Front National a souvent dénoncé l'énarchie. Oui, parce que je crois que l'énarchie, c'est un phénomène qui fait que les énarques avaient vocation à remplacer les politiques, à se coopter entre eux, et en réalité à prendre la main sur la gestion d'un pays. Celui-là n'est pas très énarcophile. Florian Philippot, 29 ans. Oui, c'est bien, c'est un bon signe. La dernière fois, il soutenait Jean-Pierre Chevènement. Oui, mais je crois que c'est un grand signal. D'abord, un grand signal d'ouverture. Dans mon équipe de campagne, il y a des gens qui viennent effectivement de partout et qui ont une grande place dans cette campagne. Soit des souverainistes, soit des gens qui viennent de gauche, de chez Chevènement, de chez Philippe de Villiers, de chez Dupont-Aignan. Il y a de tout cela parce que je crois qu'ils ont trouvé... Donc vous aussi, vous pratiquez l'ouverture. Oui, mais ils ont trouvé dans mon projet une véritable dynamique. Et ils sont le représentant de la vraie fracture qui existe aujourd'hui en France, la seule d'ailleurs qui soit véritablement valable, celle entre les mondialistes, où vous allez retrouver le PS, l'UMP, les Verts, Bayrou, etc., et les patriotes, ceux qui considèrent que l'abandon de la nation est le début de tous les maux et de tous les dangers. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la SNCF, à la fois l'agression de ce contrôleur, 8 coups de couteau, il est toujours hospitalisé, et puis les conséquences, cet arrêt de travail qui a été déclenché, ce droit au retrait déclenché par les contrôleurs SNCF. Est-ce que cette agression justifiait cet arrêt des trains? Mais ce n'est pas cette agression qui, je crois, est à l'origine de ce mouvement. C'est la succession des milliers d'agressions que subissent les gens qui travaillent tous les jours, et il faut bien le dire en ce domaine, ceux qui sont dans les transports, les contrôleurs notamment qui sont en première ligne, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors bien sûr, prendre en otage les voyageurs n'est pas la bonne solution, et je pense qu'ils le savent d'ailleurs, mais le ras-le-bol... Mais vous les comprenez? Mais bien sûr, le ras-le-bol, c'est-à-dire que ça fait des années que la situation de la sécurité se dégrade, qu'ils sont en première ligne, et on a le sentiment que et les voyageurs aussi. Mais sauf que lorsqu'un voyageur est agressé, il ne s'arrête pas de travailler. Mais vous avez raison, mais il faut régler ce problème de fond. Or, les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de l'aggravation de la sécurité. Moi, je le dis depuis de nombreuses années, je pense qu'il faut créer une police des transports. Nous l'avions proposé en Ile-de-France. Ça a été fait d'ailleurs par comment dire, une majorité de droite. Il faut le faire à mon avis au niveau national. Il faut, et c'est une bonne idée, que le contrôle des billets se fasse avant l'entrée dans le train. C'est une des manières... Sur tous les trains, dans toutes les gares? Oui, parce que c'est une des manières qui a permis à New York, notamment au maire, M. Giuliani, de régler en une grande partie le problème de l'insécurité. Parce que tous les fraudeurs ne sont pas des délinquants, mais quasiment tous les délinquants fraudent. Ouais. Et ça, c'est un bon moyen d'éviter. Que peut-on faire contre un déséquilibré? Mais non, mais contre un déséquilibré, on ne peut pas faire grand-chose. Mais enfin, il a déjà été condamné 3 fois tout de même. C'est donc qu'on aurait pu au moins détecter son déséquilibre. Quand ce déséquilibre n'a pas été détecté, mais quand 3 fois, 4 fois même, je crois, il a été condamné à de la prison ferme, eh bien, regardons à nouveau les faits qui lui ont été reprochés et voyons que nous sommes dans une situation aujourd'hui de laxisme absolu qui fait qu'on ne prend pas à bras le corps la problématique de l'insécurité dans notre pays. À la primaire socialiste, on en a beaucoup parlé, encore ce soir. Le premier tour, c'est dimanche. Est-ce que, comme François Fillon, vous saluez ce processus moderne? Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des primaires. Il y en a eu d'ailleurs au Front National. Elles étaient couplées, elles étaient couplées avec la présidence de l'élection à la présidence. Non, pas vraiment, parce que j'avais dit très clairement que le choix du candidat se faisait en même temps que le choix du président du Front National. Vous n'avez pas demandé aux citoyens de choisir la candidate ou le candidat du Front National? Non, mais je trouve que ça, pour le coup, est-ce que ça a un sens? Parce qu'après tout, ce sont ceux qui s'apprêtent à
à voter quand même, qui doivent participer. Moi, j'entends beaucoup de gens dans la rue, dans mes déplacements, qui sont de droite et qui me disent « Ah, on va aller voter à la primaire socialiste ». Et au Front National, il y a des militants qui vont aller voter Non, je crois pas. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens de l'UMP qui probablement iront voter pour tenter d'influencer le vote. Bon. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier dans cette primaire, c'est qu'il y a un deuxième tour. Et c'est là peut-être que les choses vont réellement se jouer. Bon. Enfin, on avait dit que ça allait être terrible, qu'on allait voir des socialistes se déchirer, puis finalement, cette primaire a été suivie, les débats ont été très suivis à la télévision, et on n'a pas vu de déchirement. Non, je crois que le deuxième tour sera plus dangereux en matière de déchirement que ne l'a été le premier tour, où chacun cherche soit à se faire connaître, soit à négocier une place de futur ministre, soit, pour certains d'entre eux, réellement à se faire élire, c'est-à-dire à passer la barre de ce premier tour. On a accordé trop de temps de parole aux socialistes. Honnêtement, on est en situation de saturation totale. Enfin, moi je parle pour moi, mais je crois que beaucoup de Français le pensent aussi. Trop, effectivement, trop c'est trop. Ça reste quand même une primaire interne d'un mouvement politique, et accorder une sorte d'égalité de temps de parole entre ces candidats, mais du coup au détriment, je veux dire, d'autres candidats, d'autres formations politiques, je trouve que c'est assez injuste. Je ne sais pas comment le CSA compte régler ce problème, mais il faudra incontestablement qu'il fasse un peu plus de place. Vous demandez pour vous une aux autres candidats à la présidentielle. Moi, j'ai trouvé très objectivement que ces débats longs, c'est vrai, sont apparus comme plutôt des débats de législatifs que comme des débats de présidentiels. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je crois que toutes les grandes options, tous les grands sujets n'ont pas été abordés. Quid de la situation de la zone euro, quid des solutions pour un bouleversement de l'euro qui, à mon avis, comme je le dis souvent, va entraîner sa désagrégation. On n'a rien entendu sur ces sujets. On n'a rien entendu. Si vous deviez choisir un des 6 candidats, lequel vous a le plus convaincu ? C'est-à-dire que si j'étais convaincu par un socialiste, ce serait quand même assez inquiétant. Je ne peux pas être convaincu par eux, parce que d'abord, je connais ce qu'ils ont fait quand même par le passé. Hein. Certains ne se sont jamais présentés. Arnaud Montebourg, Manuel Valls. Alors en revanche, c'est vrai que celui qui se rapproche le plus des positions qui sont les miennes, c'est M. Montebourg. Même s'il n'a pas le courage d'aller au bout de sa logique, il évoque déjà le constat négatif et même parfois dramatique de la mondialisation. Alors quand je dis il ne va pas jusqu'au bout, il n'a pas le courage, c'est parce qu'il reste européiste, et par conséquent les solutions qu'il propose sont des solutions qui ne pourront pas régler ce problème. Mais il est plus proche de votre analyse sur l'Europe. Oui, il est plus proche de... Non, sur la mondialisation, oui, il est plus proche. On peut d'ailleurs trouver des points de similitude, même si elles ne sont pas intégrales, sur les problématiques des banques. Mais il veut rester dans l'euro, il veut rester dans l'Union européenne, il veut rester soumis à la Commission européenne, il veut que, à nouveau compte, la France continue de recevoir des ordres de technocrates qui n'ont pas été élus. Et en cela, je crois qu'il manque de courage. La vraie question, c'est que est-ce qu'il ne va pas s'allier demain à un des candidats qui pourrait être désigné et qui a une vision radicalement différente de la sienne? Là, on verra sa sincérité. Donc finalement, il est plus proche du Front National que de ses collègues socialistes. Sur ces sujets-là, sur le problème de la mondialisation. Sur ces sujets-là, sûrement. Sur le reste, écoutez, on n'en saura pas plus. Moi, j'ai pas entendu parler de l'immigration, ce qui est quand même un problème majeur. Si, Manuel Valls l'a évoqué. Oui, évoqué, hein, juste évoqué, comme un marqueur. Bon, on a quand même très peu parlé de sécurité dans ces débats entre les socialistes. Bon, et l'on s'aperçoit que, alors qu'une enquête très importante est sortie dans Le Monde, très intéressante, sur la montée très importante du recours identitaire, en quelque sorte, à l'islam et à la fermeture au monde extérieur, liée à la disparition des valeurs républicaines, de la présence de la République avec ses lois, avec ses règles. Pas un mot sur ce sujet dans le dernier débat sur votre plateau. C'est quand même assez frappant. On sent bien qu'ils sont profondément gênés par des sujets qui sont pourtant essentiels, qui seront les problèmes du futur président de la République. Alors justement, on prépare le sommet européen le 17 octobre et la recapitalisation des banques. Ce n'est plus un tabou. La Commission européenne l'a évoqué aujourd'hui. Il va falloir de nouveau recapitaliser les banques. Alors on ne sait pas encore quel est le mode opératoire décidé par l'Europe, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est nécessaire? C'est utile? Écoutez, stop. On a déjà aggravé notre dette de 60 milliards, soit directement, soit par l'intermédiaire du FMI, pour des plans de renflouement de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, dont on nous a dit « ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est terminé ». Il y a eu le premier plan, il y a eu le deuxième plan, c'est toujours pas terminé. Et on recommence, et on refait des sommets. Et à chaque fois, on sort en disant « on a sauvé l'euro ». Et à chaque fois, on nous demande encore plus de payer. On va payer encore pour la recapitalisation des banques, sans d'ailleurs prendre le contrôle de ces banques. C'est ça qu'il faudrait faire. Quitte à y mettre de l'argent, eh bien c'est nous qui décidons. Et on met fin au
au fonctionnement scandaleux de certaines banques qui continuent la spéculation permanente, qui continuent à délivrer des bonus à leurs traders qui sont objectivement scandaleux, surtout quand après ils viennent de taper dans le portefeuille. D'accord, mais ces banques ont besoin de liquidités pour faire fonctionner l'économie, pour prêter de l'argent à la petite entreprise, aux particuliers. Alors Marine Le Pen a raison. Alors il faut séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Alors il faut dire, écoutez, c'est simple, on va nationaliser à titre temporaire et partiel les banques de dépôt et les banques d'affaires. Avec quel argent? On les laissera tomber. À quel argent vous nationalisez les banques? Avec l'argent des contribuables, mais avec le pouvoir. C'est-à-dire que l'on reprend le pouvoir sur les banques et on protège ainsi l'argent des déposants, parce que c'est de cela dont il s'agit. En revanche, la partie spéculative des banques, eh bien celle-là, elle sera liquidée s'il le faut, redressée s'il le faut, dans le cadre de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire tout à fait classique. Mais on ne peut pas continuer à injecter de l'argent dans les banques pour permettre aux banques de continuer à jouer au casino avec ça, c'est pas supportable. Et puis, vous avez oublié quelque chose, c'est qu'on parle aussi des 3 milliards qui vont être sortis de la poche encore des contribuables pour aller les injecter dans les collectivités territoriales qui, elles aussi, avec des élus UMP, socialistes, communistes, qui devraient avoir leurs responsabilités engagées, ont fait auprès de la banque, notamment Dexia, des emprunts toxiques qui vont ruiner ces villes, ruiner ces départements, et dont la note va être présentée non seulement aux contribuables d'aujourd'hui, mais de demain, d'après-demain et d'après-après-demain. Merci Marine Le Pen.